Bonjour, moi c'est Fanny Piquenet, je suis chargée de mission dans la ville au syndicat Marne-Vive, chargée de mission dans la ville et également animatrice au Pluvial, comme mes quatre collègues qui sont présentes aujourd'hui et qui vont vous présenter les différents enjeux et les solutions liées à la gestion des eaux pluviales dans vos projets. Qui dit animatrice au Pluvial dit animation au Pluvial. Et donc, on va pouvoir se poser la question de ce que sont ces animations. Donc très, très concrètement, désolée avec le voilà, mon ordi est un petit peu lent. Ça va être l'ensemble, des actions qui vont être mises en œuvre pour accompagner la prise en compte, des différents enjeux des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, en termes de gestion, des eaux pluviales, dans différents projets d'aménagement. Ces actions, elles vont être, très, très variées. On va à la fois pouvoir, vous apporter, un appui, technique et réglementaire, vous conseiller, vous appuyer sur la recherche de subventions, auprès de l'Agence de l'eau notamment et de la région, mais aussi, vous proposer des accompagnements, sur le terrain, des visites, des rencontres thématiques pour donner à voir, ce qu'il est possible de faire, vous partager les bonnes pratiques et vous encourager à être encore plus vertueux dans vos projets en termes de gestion intégrée des eaux pluviales. Cet accompagnement, il se fait sur toutes les phases du projet, donc de la sensibilisation jusqu'à l'appui à la constitution des dossiers de demande de subvention. En termes de sensibilisation, on va vous partager des connaissances, des retours d'expérience, on va vous proposer des ateliers d'information. Dans toute la phase de conception, l'appui va être un petit peu plus technique. On va vous conseiller sur les études à prévoir, relire vos cahiers des charges, préparer des réunions entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, et enfin, quand ce sera le moment de constituer votre dossier de demande de subvention, s'il y a, on va pareil vous aider, à identifier les pièces techniques, qui vont intéresser, l'agence de l'eau et la région, vous appuyer dans la préparation de ce dossier-là, relire éventuellement et toujours, essayer de réunir toutes les parties prenantes, pour que, la gestion des eaux pluviales soit intégrée, au mieux, dans vos projets. Tout ceci est gratuit, personnalisé, et au plus proche des besoins de chacun des projets. Donc on est un appui, à la prestation de maîtrise d'œuvre, mais on ne s'y substitue, pas. Pardon, j'ai oublié celle-ci. Hop, juste, voilà. Donc à nous 5, on a des périmètres d'intervention, qui sont, relativement larges finalement sur toute, l'Île-de-France. Chacune d'entre nous va présenter un petit peu Oui, son territoire d'intervention. Oh, oui, pardon. Merci de couper vos micros. Et donc à la fois notre, territoire est relativement large, mais les acteurs qui peuvent bénéficier de cet accompagnement, sont aussi relativement nombreux, les collectivités, les promoteurs, les aménageurs, les copropriétés et c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, les bailleurs. Et donc, moi, je vous disais que je faisais partie du syndicat Marne-Vive. C'est un territoire qui s'étend sur tout le bassin hydrographique de l'aval de la Marne, à l'est de Paris. Et donc notre territoire s'étend sur, plus de 77 kilomètres de cours d'eau, 4 départements, 4 établissements publics territoriaux, une communauté d'agglomération, 52 communes, et j'en passe. Et donc moi, je suis arrivée il y a très, très peu de temps. Je suis encore un bébé animatrice. Je suis arrivée il y a un petit mois et demi et je vous invite à me contacter, si vous avez la moindre question et si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Je vais laisser ma collègue du syndicat, du SMBVB, Marie-Gabrielle Comejo, présenter son territoire et se présenter également. super. Donc, comme je le disais en introduction, moi, je vais travailler sur le
périmètre du SAGE de la Bièvre, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Bièvre, qui va notamment s'articuler sur 5 départements et qui va permettre ainsi de regrouper 2 EPT, 3 communautés d'agglomération et 56 communes. Les missions du syndicat de la Bièvre vont s'articuler autour du pilotage et l'animation donc du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et également du contrat de territoire eau climat trame verte et bleue qui va être la déclinaison opérationnelle du SAGE. Donc l'animation sur le territoire de la Bièvre existe depuis un peu plus de 3 ans déjà et je pense que c'est le principal que je peux dire dans la mesure où Fanny a déjà assez bien décrit les missions que comporte les missions qui comprennent celles de l'animatrice pluviale. Je me permets juste de préciser aussi que certains acronymes qui vont être utilisés ont été précisés dans le glossaire, j'ai oublié de le dire en introduction. Donc, si jamais à certains moments, lors de la relecture du webinaire, vous avez besoin si jamais lors de la relecture de la rediffusion du webinaire et de la relecture des supports de présentation, vous posez des questions, tout sera précisé. Voilà, je passe la parole à mes autres collègues. Alors, bonjour à tous, je suis Paula Banducra-Rinosi et je fais partie de l'association Espace en tant que chargée de mission eau pluviale. Notre périmètre d'intervention s'articule autour du bassin versant des plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Et à la différence de mes homologues, nous ne sommes pas concernés par un SAGE, mais par un contrat eau trame verte et bleue climat qui porte sur 2020 jusqu'à 2024. Et notre périmètre s'étend à peu près sur 6 départements. Donc, c'est un périmètre qui est assez large, avec environ plus de 80 communes qui sont concernées. Je suis alors animatrice eau pluviale, mais je suis également accompagnée d'une animatrice du contrat eau trame verte et bleue climat, donc qui est Gwenaëlle David et que vous pouvez aussi solliciter si vous faites partie d'une commune qui est signataire de ce contrat. Et je vais passer la main à ma collègue. Donc, bonjour à tous, je suis Suzelle Hecht, je suis animatrice eau pluviale au syndicat de l'Orge, poste financé pour répondre à la question en partie par l'agence de l'eau, l'autre partie par la collectivité. Donc ce syndicat de rivière et d'assainissement s'étend sur 65 communes, concerne 280 km de cours d'eau et mes missions notamment est de gérer l'animation spécifique sur l'eau pluviale, mais dans le cadre d'un contrat de territoire au climat. Mais aussi, on fait partie du SAGE Orge-Yvette et aussi du SAGE Nappe de Beauce. Donc, pareil, si vos projets sont dans l'une de ces communes, vous pouvez faire appel à moi. Et donc, je laisse la parole à ma voisine, Marine. Bonjour à tous, donc moi je suis Marine Vercher-Morella, animatrice pluviale au sein du CIAVI, donc syndicat de l'Yvette. Le syndicat est sur un bassin versant d'environ 280 km², réparti sur 2 départements, donc l'Essonne et les Yvelines, ainsi que sur 7 EPCI. Voilà, on compte à peu près une quarantaine de communes. Il y a environ 160 km de cours d'eau répartis entre l'Yvette et ses 8 affluents. Voilà, donc moi, ma mission, comme mes collègues, c'est de vous accompagner dans le cadre de l'émergence de vos projets. Et le territoire du syndicat est également sur le SAGE, donc Orge-Yvette, comme Suzelle, et bénéficie aussi d'un contrat de territoire eau et climat, donc 2019-2024. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des projets et que vous nécessitez un accompagnement sur ceci. Voilà. Et donc je laisse la parole à ma collègue de Lauri. Bonjour à tous, Céline Oriol, je suis responsable du pôle performance patrimoniale et observation à la ORIF.
Je travaille sur les sujets qui concernent le développement et la transformation du patrimoine des bailleurs sociaux en Île-de-France. Je travaille aussi sur les questions foncières, sur les questions de transition écologique sur le patrimoine des bailleurs franciliens. Moi, je voulais surtout remercier le SMBVB de nous avoir proposé de participer à ce webinaire. On a pu le relayer à nos adhérents qui sont connectés aujourd'hui. C'est vraiment une bonne chose. Je remercie aussi Séquence et Logirep qui apportent leur témoignage lors de ce webinaire et leur retour d'expérience. L'AORIF, pour rappeler vraiment extrêmement brièvement ce qu'est l'AORIF, parce que je pense que vraisemblablement la plupart des personnes qui sont connectées connaissent l'association. Donc c'est une association francilienne, c'est l'Union sociale pour l'habitat d'Île-de-France. On représente à peu près 110 adhérents qui sont les bailleurs sociaux franciliens. Il y a une équipe d'une vingtaine de personnes à l'AORIF qui travaillent sur toutes les thématiques qui sont présentes dans le quotidien des organismes de logement social, tout autant dans la gestion au quotidien que sur les questions de construction et de développement du patrimoine. Les thématiques sociales, territoriales, environnementales, patrimoniales, financières. On a 4 grandes missions. Une mission de représentation auprès des acteurs publics des politiques du logement, une mission de soutien professionnel auprès de nos adhérents, une mission de production d'études et d'analyse de données, et une dernière mission qui concerne ce qu'on appelle l'interbailleur et la possibilité de monter des projets partagés entre bailleurs sociaux. On a saisi l'opportunité de s'associer à ce webinaire parce que les OLS à la fois sont aménageurs et aussi propriétaires de foncier. Donc, bien sûr, la question de l'intégration des eaux pluviales, ça rentre dans les sujets que traitent les bailleurs au quotidien dans l'entretien, la gestion et le développement de leur patrimoine. Particulièrement sur les opérations de résidentialisation. On sait que ces opérations, elles sont souvent l'occasion de revoir les aménagements des pieds d'immeubles et du coup, à cette occasion, d'intégrer dans les nouveaux aménagements une dimension gestion des eaux pluviales. Ça peut passer par différents outils, à la fois de la renaturation, du débitumage ou l'intégration d'autres types de techniques. Voilà, donc c'est une bonne chose que ce webinaire ait lieu et les échanges que vont générer les présentations de retour d'expérience, je pense, seront riches. On a tous à cœur de monter en compétences sur ces thématiques. Donc, merci à nouveau d'organiser ce temps d'échange. Merci à vous également d'y prendre part. Je pense qu'on peut passer à la suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Fanny, on peut directement passer à la suite, ça a été dit précédemment du coup. Très bien. Je redonne la parole à Cybèle alors. Oui. Alors, voilà, un petit focus sur les enjeux de la gestion des eaux de pluie. Donc, le contexte, on va rappeler un peu des éléments historiques très rapidement. On hérite en fait d'une gestion par une approche hygiéniste du 19e siècle qui consistait à évacuer le plus possible les effluents loin de la ville, ce qui a donné nos réseaux unitaires dans un premier temps qui mélangeaient les eaux usées et les eaux pluviales. Ensuite, dans les années 70, on a commencé à séparer ces réseaux usés et ces réseaux eaux pluviales. Et en parallèle, l'urbanisation grandissante a imperméabilisé nos sols. Et donc ça, plus la gestion en tout, ce qu'on peut dire tout tuyau, engendre plusieurs enjeux et plusieurs conséquences, notamment la saturation des réseaux. Donc dès qu'il pleut beaucoup, les réseaux sont chargés. Ça inonde nos rues, les villes, les maisons, nos bureaux. Ça pollue aussi la rivière et nos milieux aquatiques. Et ça aussi provoque des incisions de cours d'eau et donc des effondrements de berges à l'endroit où il y a du rejet localisé d'eau pluviale. Donc, pourquoi gérer les eaux de pluie à la source? Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Notamment pour réduire les inondations, comme je vous l'ai présenté, éviter la pollution, s'adapter au changement climatique, améliorer le cadre de vie, parce que ça participe à notre
notre environnement, à notre paysage. Ça favorise le développement de la biodiversité. Ça permet aussi de maîtriser les coûts d'investissement et de fonctionnement. C'est assez important, ça, pour les aménageurs et les bailleurs. Et donc, suivre aussi l'évolution réglementaire, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour gérer au plus près du point de chute de la goutte d'eau. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on arrive sur comment on passe d'une ville tout tuyau à une ville perméable, donc la ville, ce qu'on appelle entonnoir, à une ville éponge. Donc déjà, nous, au niveau des gestionnaires, on va arrêter on arrête déjà depuis plusieurs années les autorisations autant que possible au réseau. C'est ce qu'on appelle le principe de zéro rejet. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment aussi déconnecter l'existant du réseau pluvial. Donc ça va être les techniques qui vont être détaillées plus tard. Diapo suivante. Donc, on parle d'eau de pluie, mais de quelle pluie on parle? On a deux types de pluie. On a la pluie qu'on dit courante, la pluie qui est à peu près 10 mm dans nos secteurs, qui tombe en 24 heures. Ça représente 80% du volume de pluie qui tombe annuellement. Ça permet, si on les gérer à la parcelle, ça permet du coup d'éviter ce 80% du volume dans les réseaux. Les deuxièmes types de pluies, c'est les moyennes à fortes, donc c'est toutes celles qui sont supérieures à 10 mm qui tombent en 24 heures. Là, l'objectif, c'est vraiment de maîtriser le ruissellement sur la parcelle et d'éviter les inondations en aval. Donc l'objectif, c'est d'infiltrer, évaporer et le réutiliser. Et en dernier lieu, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, c'est réguler au réseau, mais c'est vraiment ce qu'on veut éviter quand même. Voilà. Et dernière diapositive pour moi. Donc, un petit rappel du cadre réglementaire. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur tous les documents réglementaires qu'il y a qui régissent l'eau pluviale, mais plus concrètement pour vous, quand vous menez votre projet, vous devez vérifier plusieurs aspects réglementaires. Et pour l'eau pluviale, vous pouvez trouver les éléments dans le PLUI, le PLU, donc dans différents articles, le zonage. Le règlement, ce n'est pas forcément sur l'article gestion des eaux de pluie, ça peut être aussi dans l'emprise au sol, ça peut être dans l'espace vert, ça peut être dans la gestion des clôtures, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont régies notamment, qui doivent prendre en compte le PPRI et le SAGE et le SDAGE, qui est donc SDAGE du bassin versant de la Seine-Normandie a été actualisé cette année. Donc voilà, il faut bien vérifier ces documents-là parce que les PLUI et les PLU doivent se mettre en conformité avec ces documents, mais ils ne sont pas tout de suite dans l'année mis en conformité, donc il faut bien vérifier ça. Ensuite, vous devez aussi regarder les règlements des gestionnaires des réseaux, donc les règlements d'assainissement, qui aussi peuvent intégrer ou alors sont en parallèle de zonage d'eau pluviale qui émanent de schémas directeurs d'assainissement. Donc, vous prenez tout ça. Donc, normalement, c'est vos bureaux d'études qui vérifient ça. Mais voilà, il faut bien que vous ayez aussi ça en tête. Et vous les intégrez dans vos autorisations d'urbanisme, donc permis d'aménager, permis de construire, et dans les dossiers loi sur l'eau. Et donc, c'est ça après qui vous engage dans votre gestion des eaux de pluie. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de revenir sur cette partie. Donc, je passe la parole à la prochaine collaboratrice, donc Marine, sur les aides financières. Voilà. Oui, donc moi, effectivement, dans cette partie, je vais vous parler des différents dispositifs d'aide financière qui existent à ce jour à destination des bailleurs. Donc voilà, donc 2 financeurs existent aujourd'hui pour accompagner les bailleurs dans la réalisation des projets, à savoir l'Agence de l'eau Seine-Normandie d'une part et la région Île-de-France d'autre part. Donc, concernant l'Agence de l'eau Seine-Normandie, elle peut apporter un soutien financier aux projets qui permettent en priorité la déconnexion. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par déconnexion? Eh bien, donc c'est le fait de réduire les volumes d'eau de pluie collectés dans les réseaux d'assainissement, et ce, par le biais de dispositifs de gestion à la source, donc le plus végétalisé possible et à ciel ouvert. Ces orages doivent être dimensionnés pour gérer justement à minima les 10 premiers millimètres, donc les plus courantes dont parlait Suzelle précédemment. Donc, concernant les collectivités et les bailleurs HLM, le taux d'aide qui s'applique est de 50% pour les études et 80% pour les travaux, tandis qu'il s'élève pour les autres acteurs de 50 à 70%
pour les études et de 40 à 60% pour les travaux. Voilà. Concernant la région Île-de-France, elle apporte plutôt un soutien financier aux projets permettant de favoriser l'infiltration par le biais de la désimperméabilisation et de la végétalisation afin de contribuer à la trame verte et bleue. Le taux d'aide pour toutes les structures est de 50%. Donc voilà, ces deux aides peuvent se cumuler en sachant que les aides agences de l'eau seules sont plafonnées à 80%, tandis que le montant d'aide est plafonné à 70% en cas de partenariat avec la région Île-de-France. Donc, les aides agences étant un petit peu plus complexes, on a choisi de faire un focus sur ces aides aujourd'hui. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, voilà, avant tout dépôt de dossier de demande de subvention, il y a une question à se poser, à savoir, mon projet est-il éligible ou non aux aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie? Donc, pour répondre à cette question, il faut se poser deux autres questions, à savoir, y a-t-il des surfaces imperméabilisées avérées dans le projet? Oui, non. Et les eaux de pluie de ces surfaces sont-elles renvoyées vers les réseaux? Voilà, donc si les réponses sont oui, alors le projet est effectivement éligible aux subventions. Donc voilà, pour récapituler, pour qu'un projet soit éligible, il faut qu'il y ait de l'imperméabilisation et un raccordement existant au réseau d'assainissement. Donc, une fois que mon projet est considéré comme éligible, il va y avoir plusieurs données à déterminer afin d'estimer le montant potentiel de subvention. Donc, slide suivante, voilà. Premier critère important à prendre en compte, la surface éligible. Donc, la surface éligible fait partie des 3 composants permettant de calculer le montant de l'assiette d'aide agence de l'eau. L'agence de l'eau définit ses surfaces en fonction de l'évolution précise de la gestion des eaux de pluie et de la végétalisation des différents espaces composant le projet. Donc, ces critères sont à prendre en compte le plus tôt possible dans la conception de l'opération pour maximiser les surfaces éligibles et bénéficier d'une subvention optimale. Voilà, donc là, vous avez un petit schéma qui vous précise plus en détail les surfaces pouvant être retenues ou non dans l'évaluation des mètres carrés éligibles aux subventions de l'Agence de l'eau. Donc, à gauche, là, vous avez 4 types de surfaces éligibles, à savoir les surfaces nouvellement végétalisées sur toiture ou sur dalle, avec à minima 8 cm de substrat. Les surfaces nouvellement perméables avec infiltration directe, donc dans les espaces végétalisés ou matériaux poreux. Les surfaces imperméables dont les eaux pluviales sont nouvellement gérées dans les espaces végétalisés et les surfaces nouvellement perméables collectant les eaux pluviales d'espaces imperméables. Voilà. A contrario, vous avez les types de surfaces justement non éligibles, les surfaces imperméables dont les eaux pluviales étaient déjà gérées par des espaces perméables. Les surfaces imperméables dont les eaux pluviales sont collectées encore par des avaloirs et qui vont donc au réseau. Et les surfaces anciennement perméables qui collectaient déjà des eaux de pluie d'espaces imperméables ou qui ne gèrent à contrario pas de pluie d'espaces imperméables. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc voilà, autre critère qui va permettre de calculer le montant de l'assiette d'aide agence de l'eau, c'est le prix plafond. Donc le montant de cette assiette est déterminant dans l'estimation de la subvention attribuée par l'agence de l'eau. Et aujourd'hui, 3 prix plafonds existent, à savoir 30, 60 et 100 € du mètre carré. Donc voilà, depuis le 1er janvier 2022, l'agence de l'eau utilise une nouvelle approche qui permet de définir les prix plafonds appliqués au projet, réduisant les volumes d'eau pluviale collectés dans les réseaux. Et plus le projet est vertueux et végétalisé, plus le prix plafond va augmenter. Donc voilà, vous avez un petit schéma explicatif du mode d'attribution des prix plafonds. Donc en cas de diminution de la pleine terre, peu importe si le projet est 100% déconnecté, le prix plafond d'aide sera de 30 € du mètre carré. A contrario, en cas de soit stabilisation, soit augmentation
de la pleine terre. Le prix plafond défini sera à minima de 60 € du mètre carré et il passera à 100 € dans le cas où les pluies fortes sont gérées et où une végétalisation à plus de 30% des espaces anciennement imperméabilisés est réalisée. Donc voilà, concernant les toitures végétalisées, celles qui bénéficient d'une hauteur de substrat supérieure à 25 cm peuvent elles aussi bénéficier de 100 € du mètre carré. En dessous, 25 cm, ce sera 60 € du mètre carré. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Non. Donc, l'Agence de l'eau Seine-Normandie évalue les aides accordées aux projets éligibles à partir d'un calcul qui combine les trois critères dont je vous ai parlé précédemment, à savoir la somme des surfaces éligibles du projet, le montant des coûts retenus en fonction du prix plafond appliqué et le taux d'aide correspondant au maître d'ouvrage. Voilà, suite à ce calcul, 2 cas peuvent se présenter. Soit le montant d'assiette est inférieur au montant réel, soit il est supérieur. Donc, dans le cas numéro 1, là, vous êtes dans le cas où le coût réel éligible est inférieur au montant d'assiette d'aide. Et donc, la subvention maximale de l'Agence de l'eau sera le coût réel éligible multiplié par le taux d'aide, voilà, de 0,4 à 0,8 en fonction de votre structure. Et dans le cas numéro 2, vous êtes dans le cas où, à contrario, le coût réel éligible est supérieur au montant d'assiette d'aide. Et donc là, la subvention maximale de l'Agence de l'eau sera le montant de l'assiette multiplié par le taux d'aide. Voilà, donc la subvention estimée, ça c'est quelque chose qu'il faut véritablement savoir, donc estimée par les animatrices n'est pas forcément ce qui sera perçu. Voilà, ça c'est uniquement la commission des aides qui sera en mesure de donner le montant définitif. Voilà, nous on peut vous donner une estimation, mais en aucun cas le montant précis de l'aide que vous pourrez obtenir. Voilà. Dernière diapo. Et donc voilà, dans la dernière diapo, moi je voulais revenir sur les éléments pris par l'Agence de l'eau dans leur subvention en fait. Donc voilà, donc vous avez les 6 points ici, donc à savoir les études de conception qui permettent d'assurer la gestion à la source des eaux de pluie. Donc ça, voilà, ça va être pris en compte dans le financement Agence de l'eau. Les honoraires de maîtrise d'œuvre pour la conception des aménagements qui permettent la gestion des UP à la source. La démolition et le décroutage de dalles et autres revêtements imperméables. Le terrassement. Les matériaux et éléments qui structurent les ouvrages de gestion des eaux pluviales, ainsi que la végétalisation des espaces désimperméabilisés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions en fin de présentation. Je laisse la parole à ma collègue. Merci Marine. Donc, à travers les interventions de Marine et de Suzelle, nous avons pu voir ensemble les éléments de contexte qui invitent aujourd'hui les différents acteurs publics et privés à reconsidérer la place de l'eau dans la ville et donc ici dans le cadre des opérations de résidentialisation à travers les différents leviers qui existent. Donc on a vu les leviers réglementaires, les leviers financiers, mais également l'animation territoriale qui est nécessaire pour accompagner les différents porteurs de projets dans la prise en compte de ces sujets. Et avant d'aborder les solutions techniques sur lesquelles il va être possible de s'appuyer, il est important de savoir à quel moment il est nécessaire d'intégrer la réflexion concernant la gestion des eaux pluviales dans son projet. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Et c'est justement ce dont on va parler pendant les quelques minutes durant lesquelles j'aurai la parole. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on remarque qu'à chaque phase du projet, l'objet des réflexions va être différent. Par exemple, alors qu'en phase
d'élaboration du cahier des charges, on devra s'assurer des compétences de la maîtrise d'œuvre qui va concevoir le projet. Une fois le chantier démarré, il faudra par contre s'assurer de la protection des dispositifs de gestion des eaux pluviales afin de ne pas altérer leur fonctionnalité hydraulique avant même leur entrée en service. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va aussi avoir plusieurs acteurs externes ou plusieurs acteurs externes à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre qui vont contribuer à la réalisation et à la mise en œuvre d'une bonne gestion des eaux pluviales dans le projet. Et donc, il sera nécessaire, auprès de qui il sera nécessaire de prendre contact avant de valider les différents plans de conception du projet. Voici la suite. Si on se place par exemple à la phase de programmation et d'élaboration du cahier des charges, comme on l'a vu tout à l'heure et qui a été dit par Suzelle, il va être important de connaître les règles et la réglementation en matière de gestion des eaux pluviales afin de permettre aux porteurs de projets de pouvoir préciser les ambitions en matière de gestion à la source des eaux pluie et qui vont également lui permettre de se rendre éligible aux aides financières à laquelle il va souhaiter vouloir prétendre. Donc pour ce faire, il va falloir d'ores et déjà faire un diagnostic sommaire ou préliminaire du site afin d'évaluer ses contraintes et son potentiel de gestion des eaux de pluie. Être attentif à la topographie, par exemple, aux différentes formations géologiques qu'on va retrouver sur le sol, et également à l'occupation du sol, la répartition des surfaces perméables par rapport aux surfaces imperméables. Ces éléments pris en compte, ça va permettre d'articuler les critères de choix de la maîtrise d'œuvre qui va concevoir la gestion des eaux de pluie du projet. Il va être nécessaire ainsi, par exemple, de décrire exactement le métier CT. Hydrologue, hydraulicien sont souvent des termes qui se rapprochent le plus de la gestion intégrée des eaux pluviales et non pas forcément VRD. Qualifier la gestion des eaux pluviales avec des mots-clés, comme on l'a vu tout à l'heure, on a différents types de pluies qu'on est amené à gérer et pour lesquels on a des objectifs de gestion qui vont être différents. Les pluies courantes, les pluies décennales, les pluies cinquantennales, etc. Donc, il va être intéressant aussi que le projet d'ores et déjà intègre ce qu'il va être en mesure de faire au regard de chacune de ces types de pluies. Enfin, il sera important aussi dans le cadrage de la prestation de la maîtrise d'œuvre de lui prévoir la préparation des dossiers de demande d'aide financière afin de permettre à la maîtrise d'ouvrage d'être soulagée lors de l'étape de montage du dossier de demande d'aide. Si l'on passe maintenant à la phase conception, ok, super, merci. Donc, en phase conception, il va être nécessaire d'organiser le projet. Organiser le projet, ça veut dire, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, identifier toutes les surfaces du projet qui vont pouvoir être utilisées pour pouvoir gérer les eaux de pluie. On l'a vu dans les enjeux pour lesquels il est intéressant de s'intéresser aux opérations de résidentialisation. Ce sont souvent des grands ensembles qui disposent de grandes surfaces d'espaces verts en pleine terre. Donc, si on a des espaces verts en pleine terre qui sont en point bas, il va être intéressant de pouvoir les utiliser pour pouvoir créer des bassins à ciel ouvert ou alors des noues d'infiltration, par exemple. Si on a des descentes de gouttières en extérieur aussi, ça va permettre la déconnexion des eaux de toiture. Identifier les chemins d'écoulement de l'eau en cas de débordement, notamment pour des pluies moyennes à fortes et non pas pour des pluies courantes. Et enfin, est très important, découper le terrain en sous-bassin versant afin de ne pas se retrouver à devoir avoir une seule solution de gestion à la source des eaux pluviales qui va de fait nécessiter une plus grande emprise en termes de surface. Donc, en phase conception aussi, c'est là qu'on va notamment aussi pouvoir constituer un dossier support de la gestion des eaux de pluie qui va être constitué de différentes pièces avec lesquelles vous êtes certainement déjà familier, plan masse, du découpage en sous-bassin versant, plan masse avec des sens d'écoulement, des notes de calcul aussi pour préciser quelles sont les quantités d'eau de pluie qui vont pouvoir être gérées et où est-ce qu'elles vont pouvoir être gérées. Et ce dossier de gestion des eaux pluviales qui est souvent communément appelé notice hydraulique ou notice de gestion des eaux pluviales, va pouvoir servir de support pour élaborer le DCE de la maîtrise d'œuvre, répondre aux différentes procédures administratives, permis de construire, dossier loi sur l'eau, et également être présenté dans le cadre de la demande d'aide financière auprès du partenaire financier qui aura été identifié. Et très important, il va être nécessaire, avant d'arrêter
tout choix de conception, de travailler de concert avec les différents acteurs. Donc ici, le gestionnaire d'assainissement, le syndicat ou l'association qui va être porteur d'une structure d'animation et également l'Agence de l'eau Seine-Normandie afin de vérifier que les principes qui auront été retenus seront bien compatibles avec la politique de financement qui existe. Donc cette slide que je vais passer très rapidement, parce qu'on aura l'occasion tout à l'heure de passer plus en revue les solutions techniques, c'était juste une illustration donc en choix de conception, pendant la phase de conception, des bons réflexes auxquels qu'il va falloir adopter. Donc là, on le voit sur la photographie à gauche, où si on a la possibilité d'avoir des descentes de gouttières en façade extérieure, on va pouvoir alimenter une bande engazonnée ou alors désimperméabiliser un espace pour pouvoir permettre aux eaux de toiture d'alimenter. C'est aussi ce qu'on voit sur la photo de droite. Tout en dessous, on voit cette illustration, on voit encore cette illustration avec cette fois-ci la réalisation d'un exemple de bassin à ciel ouvert qui peut être, qui a été faite et qui montre justement comment est-ce que les grandes surfaces d'espaces verts peuvent être mises à profit pour pouvoir gérer les eaux de pluie à la source. Et enfin, les 3 images qu'on voit sur la droite permettent de mettre en valeur les différents types de pluie, le comportement des espaces verts ou des espaces de gestion des eaux pluviales en cas de différentes pluies. Donc on voit par exemple entre les pluies courantes vont correspondre suivant la localisation à la première ou à la deuxième image. Parfois même, on n'a même pas d'eau parce que les eaux sont tout de suite infiltrées, vu que, on l'a dit aussi tout à l'heure, il est nécessaire d'infiltrer les eaux de pluie en 24 heures. Et enfin, pour des pluies moyennes à fortes, on va pouvoir observer de l'eau qui va stagner avec toujours des temps de vidange qui vont être préconisés par les différents acteurs de l'eau. On va aller de 48 à 72 heures suivant les niveaux de service qui vont être choisis. Donc, il va être intéressant aussi, lorsqu'on va avoir des espaces verts qui vont être mis à profit pour gérer les eaux pluviales, de penser d'ores et déjà au fonctionnement et à la manière dont ils pourront ou pas être utilisés en cas de pluie de périodes de retour différentes. Enfin, lorsqu'on va être en phase de réalisation et mise en service, même si souvent on est déjà sur des sites occupés, une fois que le projet aura été accepté suite à un passage en commission des aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, il va pouvoir être possible d'envoyer des factures pour pouvoir bénéficier de la subvention. Pour pouvoir bénéficier de la subvention, et donc il va particulièrement falloir être vigilant lors de la rédaction du DCE sur le respect des côtes, notamment, et aussi sur la fourniture de plans de recollement et de nivellement par l'entreprise qui s'occupera de réaliser les travaux. Et également, il va falloir être attentif à la protection des différents aménagements paysagers afin de ne pas altérer leur fonctionnalité avant même qu'ils ne soient mis en service. Donc là, c'était un calendrier pour vous présenter de manière assez succincte ces mêmes étapes du projet et comment est-ce qu'elles s'intègrent dans le cadre du dépôt d'un dossier de demande d'aide financière. Donc, les échanges avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'animatrice sur votre territoire vont être préconisés dès la phase esquisse du projet afin d'être sûr que les principes de gestion des eaux pluviales intégrés sont bien connus et qui seront intégrés lors de la conception du projet. Donc, des réunions de présentation vont pouvoir être organisées, par exemple, avec le SMBVB, mais aussi avec l'association Espace ou encore le syndicat de l'Orge. Une fois le projet arrêté, donc en phase AVP Pro, et la phase de négociation avec l'entreprise générale de travaux terminée, il va être possible de déposer le dossier sur la plateforme dématérialisée. Et une fois le dossier déposé, vous allez pouvoir recevoir un accusé de réception de dossier complet
qui, par la suite, va vous autoriser à démarrer les travaux du projet. Et comme on l'a à démarrer les travaux, oui. Et comme on l'a vu précédemment, vous pourrez commencer à recevoir les factures une fois que vous aurez obtenu la réponse favorable du passage en commission des aides. Comme on l'a vu précédemment, les aides financières vont pouvoir permettre d'inciter à une gestion beaucoup plus vertueuse des eaux de pluie dans l'opération de résidentialisation. Mais ce sur quoi on voulait également attirer votre attention cet après-midi, c'était la nécessité de réfléchir en termes de coût global. Dans le coût global, on va notamment identifier le coût d'investissement qui va être relatif au matériel, à la mise en œuvre des différentes techniques et solutions de gestion à la source des eaux de pluie, les coûts de gestion et d'entretien qui seront passés en revue tout à l'heure par l'intervention de Paula, mais également les coûts non chiffrables qui vont notamment contribuer à l'amélioration du cadre de vie et dans certains cas de mesure à la valorisation foncière de l'aménagement. Donc on va aussi de la résidence. Donc on va notamment retrouver parmi ces coûts non chiffrables le fait que la gestion à la source des eaux pluviales va favoriser le développement de la biodiversité, la création d'îlots de fraîcheur et également la montée en compétence de la maîtrise d'ouvrage dans le dialogue avec la maîtrise d'œuvre et tout simplement aussi sur ces thématiques de gestion à la source, de gestion des eaux pluviales qui sont de plus en plus à l'ordre du jour. Merci pour votre attention. Merci Marie-Gabrielle. Du coup, je vais prendre la main et aborder plus en détail les opportunités de gestion des eaux de pluie dans les projets de résidentialisation. Donc, nous allons aborder les différentes solutions qui peuvent être réplicables dans vos opérations. Donc, comme vous pouvez voir sur la première illustration, il existe une panoplie de solutions qui existent pour gérer les eaux de pluie allant du bâtiment aux espaces extérieurs, solutions que nous allons aborder plus en détail par la suite. Et ces différentes solutions permettent de répondre aux grands principes de gestion à la source des eaux pluviales, qui sont, pour le premier, de reposer sur le fait que l'eau de pluie n'est pas polluée initialement, elle le devient en ruisselant, d'où la nécessité d'infiltrer l'eau de pluie au plus près de son point de chute, en désimperméabilisant les espaces qui le sont. Le deuxième principe est de ralentir les écoulements, de favoriser l'infiltration et l'évapotranspiration, et de retenir temporairement les eaux de pluie. Le troisième est celui qui consiste à privilégier la multifonctionnalité des ouvrages et de combiner les solutions. En effet, les ouvrages de gestion des eaux de pluie ne sont plus cantonnés à une seule fonction hydraulique, mais peuvent être conçus comme support de divers usages. Et il est aussi question de s'appuyer sur les espaces verts existants ou créés à l'occasion de vos opérations. Et enfin, le plus important, le principe de gestion à ciel ouvert des eaux de pluie avec un parcours de l'eau visible en privilégiant une gestion diffuse. Donc, une gestion à la source des eaux de pluie implique de changer certaines habitudes héritées des conceptions antérieures tout tuyau. Et pour prendre des exemples assez parlants, la gestion à la source suppose que les eaux de pluie qui ruissellent puissent rejoindre des espaces d'infiltration. Mais certaines réalisations encore faites aujourd'hui ne le permettent pas. On peut le voir sur la première image en haut à gauche, des eaux de ruissellement qui vont vers un caniveau au centre d'une allée piétonne, au lieu de rejoindre les espaces verts sur les côtés. On peut aussi remarquer encore trop souvent des bordures autour des espaces verts, comme en pied d'arbre sur cette photo, la deuxième photo en haut à gauche, et autour d'un espace vert au sein d'un parking. Les eaux de ruissellement ne peuvent donc pas rejoindre l'espace vert pour être infiltrées, ce qui implique aussi souvent de devoir arroser ces espaces. On peut également retrouver des réalisations d'espaces verts avec des grilles avaloirs qui empêchent l'eau de rejoindre ces espaces d'infiltration végétalisés, comme l'image en bas, la deuxième en bas à gauche, pardon. On peut voir une grille avaloir juste à côté d'un parking qui est perméable. Et donc, on peut observer sur les deux photos suivantes des noues plantées conçues pour gérer les eaux de pluie issues du parking, donc des ouvrages qui semblent a priori intéressants pour infiltrer les eaux pluviales. Mais on peut remarquer, il faut être vigilant pour éviter ces erreurs de réalisation, que la première noue, il y a des bordures le long de cet espace avec des ouvertures, mais qui sont trop étroites pour que l'eau puisse rejoindre et s'infiltrer correctement dans celle-ci.
ce qui se remarque tout de suite à l'aspect de la végétalisation qui est peu développée et assez sèche. Sur la deuxième noue, en bas du coup, on peut remarquer tout de suite que les bordures cette fois-ci sont bien espacées, donc l'eau peut rejoindre la noue correctement. Par contre, la grille à valoir de surverse se situe en fond d'ouvrage au lieu d'être surélevée, ce qui fait que la noue ne peut pas monter en charge et assurer sa fonction de stockage temporaire et d'infiltration. Maintenant, si on doit passer à quelques craintes qu'il faut lever, comme le fait que les espaces verts restent encore pour certains synonymes de gadou et de pataugeoires par temps de pluie, on peut observer sur l'image en haut à droite qu'un enrobé peut se modifier avec le temps et créer des légères dépressions et favoriser l'apparition de flaques, ce qui n'aide pas à l'évacuation et à l'infiltration des eaux de pluie, au contraire de l'espace vert qui est attenant. Et sur l'image en bas à droite, le dernier point que je voulais relever est celui de la crainte des moustiques. Et donc, on peut observer, après des épisodes pluvieux, de l'eau stagnante dans les grilles à valoir, ce qui est totalement favorable au développement des moustiques, donc avec une gestion classique tout tuyau. Alors qu'il n'y a pas particulièrement ce risque avec des solutions végétalisées, car une bonne conception veut que l'infiltration des eaux de pluie se fasse en 24 heures, voire 48 heures maximum, ce qui est inférieur à la durée de développement des larves de moustiques qui est de 72 heures de 3 jours. Alors maintenant, nous allons nous intéresser plus en détail aux solutions de déconnexion et d'infiltration des eaux de pluie sur le bâti. Alors tout d'abord, végétaliser les toitures représente une bonne solution de gestion des eaux pluviales à condition de mettre en place un substrat de 8 cm minimum pour une gestion des pluies courantes à minima et être éligible aux aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et de 15 cm minimum pour le dispositif îlot de fraîcheur du Conseil régional d'Île-de-France. Donc, il existe différents types de toitures, donc les toitures extensives, comme sur la première photo en haut à droite, les semi-intensives et intensives. La dernière catégorie étant celle avec une hauteur de substrat la plus importante et une végétalisation plus dense. Donc, lors de la conception du dispositif, si l'importance de votre bâti le permet, il est intéressant de rechercher la maximisation de la hauteur du substrat, et ce pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, pour une meilleure capacité de rétention et une plus grande déconnexion des eaux de pluie du réseau d'assainissement, pour favoriser une biodiversité qui est plus intéressante et plus diversifiée, et ainsi davantage de services écosystémiques rendus. Tu peux revenir à la slide d'avant, s'il te plaît, Fanny. Merci. Mais aussi pour une plus grande isolation acoustique et thermique du bâti grâce à la toiture végétalisée. Et dans le cas d'une toiture végétalisée, il est aussi à privilégier le renvoi de la surverse dans les espaces verts de pleine terre, à proximité ou en pied de bâtiment, afin d'être infiltré pour une plus grande déconnexion des eaux pluviales. Et si l'importance du bâti ne le permet pas, l'installation d'un système de toiture végétalisée, la déconnexion totale des eaux de pluie tombées sur les toitures et terrasses est quand même possible en les renvoyant vers des espaces verts existants ou créés, comme l'avait dit Marie-Gabrielle dans sa présentation, à condition que ces espaces végétalisés de pleine terre soient suffisamment dimensionnés pour prendre en compte le recueil et l'infiltration des eaux issues des toitures, ce qui se calcule par rapport au bassin versant considéré. Et, à condition également que l'acheminement des eaux de pluie se fasse à ciel ouvert et de façon gravitaire, donc en privilégiant l'acheminement par une descente en façade, et que le bâti soit surélevé par rapport aux espaces végétalisés pour éviter l'accumulation des eaux en pied de bâti. Alors, au sein de vos opérations, vous avez également la possibilité, alors peut-être la slide suivante, excuse-moi. Il y a une erreur dans l'ordre. Voilà, merci. Alors, au sein de vos opérations, vous avez également la possibilité de récupérer les eaux de pluie en vue de leur réutilisation. Et pour ce faire, vous pouvez opter pour une collecte via des cuves aériennes qui sont positionnées sous les descentes de gouttières, ou une collecte dans des cuves enterrées. En termes de réglementation, il sera important de bien prendre en compte les règles de réutilisation des eaux de pluie qui sont inscrites dans l'arrêté du 21 août 2008 qui régit l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur du bâti. Et plus en détail, lors de la conception de vos cuves, plusieurs points sont à considérer pour qu'elles soient le mieux conçues possible.
Donc, pour gérer efficacement les eaux de pluie, le dimensionnement de la cuve devra se faire en fonction des surfaces d'eau recueillies pour éviter tout surdimensionnement, qui est souvent observé dans les opérations, mais aussi d'étudier la capacité de la cuve en fonction des besoins qui seront identifiés. Donc, dans le cadre d'une demande d'aide de l'agence à l'agence de l'eau Seine-Normandie, de réutilisation de l'eau de pluie doit être prévue. Donc, par exemple, pour de l'arrosage ou de nettoyage de locaux, pour être éligible, et ce pour assurer une utilisation régulière et une vidange régulière tout au long de l'année de la cuve. À privilégier également un renvoi du trop-plein de la cuve dans des espaces d'infiltration à proximité pour un déraccordement des eaux plus accru. Donc, il s'agit d'une solution qui est complémentaire pour récolter les eaux de pluie à moyenne, mais il est à noter qu'elle apporte moins de bénéfices que des solutions à ciel ouvert et végétalisées. Du coup, Fanny, comme il y avait une inversion, si tu peux passer à celle d'avant. Merci. Alors, jusqu'ici, je vous avais parlé des possibilités de gestion des eaux de pluie au niveau du bâti. Nous allons maintenant nous intéresser aux espaces extérieurs, mais pour cela, il est essentiel d'aborder avant quelles sont les solutions d'acheminement des eaux de pluie vers ces espaces. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour assurer le transport des eaux pluviales d'un dispositif à un autre sur un principe de gestion à ciel ouvert et gravitaire. Donc, les solutions sont diverses. Donc, comme il a été déjà mentionné, ça va être de déconnecter les eaux de toiture en pied de bâtiment, mais il est également possible d'alimenter les dispositifs d'infiltration grâce à des caniveaux et des canaux à ciel ouvert végétalisés. Donc, comme vous pouvez le voir sur la première illustration. Mais également, les systèmes de caniveaux gris et caniveaux fentes sont des dispositifs tolérés dans le cadre d'une demande d'aide agence Seine-Normandie. Vous pouvez également alimenter vos ouvrages dédiés à la gestion des eaux pluviales grâce à des noues. Ce sont des ouvrages multifonctionnels qui peuvent aussi bien assurer le transport que l'infiltration. De même que des fossés végétalisés, mais ceux-ci seront moins faciles d'entretien du fait de leur profondeur. Donc c'est bien à noter. Et pour ralentir les écoulements en cas de pente forte au sein de votre projet, pour ces dernières solutions, vous avez la possibilité de mettre en place des redans. Donc, comme vous pouvez voir sur la première illustration, des redans pour freiner le chemin de l'eau et l'acheminer en cascade. Donc, ces différentes solutions de transport représentent plusieurs intérêts, donc de rendre l'eau visible, ce qui permet de faciliter la gestion et l'entretien des ouvrages. Étant en surface, l'observation des dysfonctionnements est plus facile, ce qui permet d'intervenir plus rapidement pour les remettre en état. Ce sont également des ouvrages qui sont globalement moins coûteux que des canalisations enterrées, surtout en termes d'entretien. Cela participe également à créer des îlots de fraîcheur grâce à l'évaporation de l'eau, mais aussi de sensibiliser tous les acteurs et riverains à la place de l'eau en ville. Tu peux passer à la prochaine. Merci. Donc, une fois l'eau de pluie issue des toitures acheminées, celles-ci peuvent rejoindre différents types d'espaces au sein de vos opérations. On va tout d'abord s'intéresser aux espaces extérieurs dits paysagers. Et donc, pour gérer les eaux de pluie au sein de ces surfaces, plusieurs solutions sont possibles. Donc, l'aménagement d'espaces verts en creux qui vont être séparés des allées sans bordure ou par des bordures discontinues pour permettre à l'eau de rejoindre ces espaces. Et donc, ces espaces verts en creux, ils peuvent prendre différentes formes. Donc, des jardins de pluie, des espaces verts décaissés et végétalisés, comme à l'image de l'écoquartier Hoche sur la deuxième photo. Donc, le choix de ce type d'ouvrage est particulièrement intéressant car ils peuvent être multifonctionnels et donc être lieu de promenade, de détente ou accueillir des activités de loisirs ou sportives, en plus d'être un atout paysager et environnemental. Donc, l'aménagement d'espaces, vous pouvez également mettre en place des aménagements d'espaces verts temporairement en eau, comme à l'image du jardin de pluie de la ville de Fourqueux, qui est également une bonne solution à privilégier. Donc, ce type d'aménagement permet une gestion des pluies plus forte et le développement d'une biodiversité humide. Et pour les aires de jeu, il est préférable de opter pour l'installation d'un revêtement en copeaux de bois qui est plus perméable. En phase conception de notre projet, il sera donc conseillé de végétaliser densément les zones en point bas des espaces verts en creux pour éviter la formation de boue et de colmatage grâce à une meilleure infiltration des eaux à travers le système racinaire des végétaux. Vous pouvez avoir aussi recours à des massifs stockants, infiltrants, à condition qu'ils soient sous un revêtement perméable.
si vous avez l'impossibilité de stocker les eaux en surface. Et surtout, de concevoir vos projets et vos ouvrages en fonction des différents niveaux de pluie, comme le disait Marie-Gabrielle juste avant, en restreignant le temps d'utilisation uniquement pendant les très fortes pluies, les très forts épisodes pluvieux où généralement peu de personnes utilisent ces lieux. Donc, concernant d'autres types d'espaces extérieurs au sein des projets de résidentialisation, vous avez les voies et chemins piétons qui peuvent être aménagés de sorte à gérer les eaux de pluie de votre projet. Donc, grâce à l'aménagement de revêtements minéraux et perméables, comme de l'enrobé poreux par exemple, des revêtements végétalisés et perméables, donc par exemple une bande enherbée, une bande plantée ou des pavés à joints enherbés. Il est aussi possible de penter ces chemins pour que vous souhaitez conserver en revêtement imperméable vers des espaces végétalisés pour infiltration situés sur les côtés comme illustré sur l'image du bas. Donc encore une fois, l'écoquartier Hoche. Il s'agit de la meilleure option est de favoriser l'écoulement en surface vers des espaces perméables les plus proches en découpant le projet en sous-bassins versants en lien avec la topographie. Et si vous avez l'impossibilité de disposer d'un volume de stockage suffisant en surface, encore une fois, vous pouvez vous appuyer sur des massifs stockants et infiltrants sous revêtement perméable. Pardon. Cette fois-ci, concernant les espaces de parking et de stationnement, plusieurs options sont envisageables aussi. De la même manière que les chemins piétons, vous pouvez opter pour des revêtements minéraux et perméables, donc des dalles en joint ingravillonnées par exemple, des revêtements perméables et végétalisés, donc des dalles alvéolées engazonnées comme il avait été dit dans le chat précédemment, ou des dalles à joints enherbés pour des 2 roues. Donc, mais l'approche probablement la moins coûteuse, c'est celle de niveler les places de stationnement en revêtement imperméable vers des noues centrales ou latérales pour recueillir les eaux de ruissellement du parking, comme à l'image du parking de la poterie sur l'illustration du milieu. Et en cas de forte rotation, il est davantage conseillé d'avoir recours à des solutions perméables minérales ou à l'installation d'une noue centrale ou latérale, car ce sont des ouvrages qui sont plus durables dans le temps et plus adaptés à l'usage, là où une dalle alvéolée risque d'être vite sans herbe ou avec une herbe trop sèche. On vous recommande également de compter sur les capacités auto-épuratives du sol au lieu de recourir à des séparateurs hydrocarbures sur des parkings à forte fréquentation. Et donc sur cette slide, vous retrouverez les principaux éléments d'entretien pour chaque ouvrage qui ont préconisé dans cette partie. Donc que ce soit pour la toiture végétalisée, on observe que plus le substrat sera important, plus de passages seront à prévoir, ainsi que de l'arrosage si besoin, de la tonte et de la taille des végétaux. Donc car c'est un espace qui se rapproche le plus d'un jardin. Pour une toiture extensive, moins de passages seront à prévoir, 2 passages minimum pour vérifier le bon état et pour prévoir un désherbage manuel ou rapporter des compléments de semis et de plantation en cas de végétation morte. Concernant la cuve de récupération, au moins 1 fois par an, un passage devrait être prévu pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe, mais aussi pour un nettoyage de la cuve. Pour des dalles et des pavés, un balayage régulier sera à prévoir pour évacuer les déchets, notamment les matières organiques. Et pour les revêtements enherbés plus précisément, éventuellement prévoir du désherbage et une tonte éventuelle. Plus précisément sur les espaces verts, si on regarde au niveau des jardins de pluie et des espaces verts en creux, ils sont à entretenir comme des espaces verts plantés. À la différence que pour un jardin de pluie, il faudra aussi prévoir un contrôle périodique des trop-pleins et des débits de fuite. Pour les espaces verts en creux, donc par exemple pour une noue, peu d'interventions sont à prévoir pour une noue plantée, en prévoyant une fauche tardive. Pour une noue qui ne serait pas plantée, plus d'interventions sont à prévoir selon l'ambition, selon la volonté esthétique aussi du projet. Donc en prévoyant 10 à 15 interventions par an en général, en prévoyant également un ramassage de détritus éventuels et de l'arrosage en cas de sécheresse. Pour l'enrobé poreux, du désherbage est à prévoir, du balayage
mais surtout une décolmateuse en cas de colmatage uniquement problématique, environ tous les 10 ans. Et pour les copeaux de bois, du garnissage et du ratissage une fois par an, ainsi que du désherbage. Et je vous remercie pour votre attention. Et on va pouvoir passer à un temps d'échange. Donc, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. C'est l'occasion aussi pour vous de lever la main si vous en avez et si vous voulez prendre la parole. Sachant qu'ensuite, on enchaîne avec une partie retour d'expérience, donc on pourra avoir un autre temps d'échange juste après. J'ai vu une main se lever tout à l'heure, mais elle s'est baissée. Je ne sais pas s'il y avait une personne qui voulait prendre la parole. Oui, Madame Suizen, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez. Alors, le micro est fermé. Pardon, bonjour tout le monde, bonjour Madame Hecht, donc Delphine Suissen, CDC Habitat. Je me demandais s'il était nécessaire en toutes circonstances de faire des études de sol pour en fait pouvoir prétendre à un soutien financier de l'Agence de l'eau. Est-ce que je réponds ou c'est bon pour vous? Du coup, effectivement, en fait, déjà, pour l'étude faite par un hydrologue, ça sera indispensable en fait pour placer les endroits. Parce que dans l'étude de sol, on aura plusieurs choses à voir, et notamment la perméabilité du sol. Et la perméabilité du sol, vous allez la mesurer à plusieurs points selon la taille de votre projet. Et c'est là où ça va vous indiquer où est-ce que vous pouvez gérer au mieux vos eaux pluviales. Et effectivement, c'est une pièce que l'Agence de l'eau aime bien avoir. Après, ce qui sera le plus important, ça sera, c'est quelque chose qu'ils vont regarder et voilà, c'est quand même important de l'avoir fait. Et surtout important pour la conception. Voilà, si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose. Merci. Pour compléter peut-être ce que tu as dit, Ouais, Suzette, moi je dirais vas-y. que j'identifierais pas uniquement la nécessité de réaliser l'étude pour pouvoir répondre aux exigences de l'Agence de l'eau, mais aussi globalement pour avoir une meilleure connaissance des capacités d'infiltration du sol. Parce qu'on peut faire des estimations à la louche, mais si on ne sait pas quelles sont les réelles capacités d'infiltration, on risque de se retrouver un peu embêté C'est lorsque ça, pour pas avoir de l'ouvrage surprise après, ouais. il y a une question de ne pas avoir de surprise et souvent aussi, bon, les essais d'infiltration ne disent pas toujours comment est-ce que l'ouvrage va se comporter sur le long terme. Donc parfois aussi, on se rend compte qu'on a des mauvaises perméabilités, mais durant la vie de l'ouvrage, de l'aménagement, le sol arrive quand même à assez bien infiltrer les eaux pluviales. Donc ça permet quand même aussi à la fois déjà de savoir sur quelle base on part et donc quels vont être les principes qu'on va appliquer. Est-ce qu'on va jouer sur la profondeur? Est-ce qu'on va jouer sur la surface? Est-ce qu'on va rajouter un complexe drainant en dessous? Et aussi tout simplement, enfin voilà, donc globalement c'est plutôt ça et moi je dirais que c'est plutôt primordial de faire des essais de perméabilité en fonction bien sûr de la taille du projet, mais là on parle d'opérations qui sont sur des surfaces relativement grandes. Et, voilà. Donc je sais qu'il y a plusieurs autres personnes d'autres personnes sachantes sur le sujet. Donc n'hésitez pas, je pense notamment à toi, Alexandre Nézet, s'il y a des choses que tu veux compléter par rapport à ça, ou toi, Sébastien Derieux, vous pouvez aussi nous aider à répondre aux questions. Oui, effectivement, moi j'ai tendance à dire que les essais d'infiltrabilité, de perméabilité, c'est bien quand on voulait faire des puits d'infiltration, des tranchées d'infiltration, des bassins d'infiltration. Dès lors qu'un sol est végétalisé, il devient très très poreux. Et souvent, on a un facteur 10 puissance 4 entre la perméabilité mesurée par l'essai Porcher ou l'essai Matthieu. D'ailleurs, plutôt privilégier les essais Matthieu si vous voulez absolument faire des essais de perméabilité.
Et donc, entre ce qui est mesuré par ces essais et ce qui après est réalisé, constaté sur certaines, enfin là où on a pu constater lors de fortes pluies que ça s'infiltrait beaucoup plus vite que ça arrivait, l'eau s'infiltrait souvent plus vite que ça arrivait, on estime à un facteur 10 puissance 3, voire 10 puissance 4 entre l'infiltration réelle d'un jardin de pluie et l'infiltration mesurée par les essais Matthieu, ou Porcher, parce que dans ces essais, il est bien écrit noir sur blanc, dans la norme qui les gère, qu'il faut que le sol ne soit pas végétalisé. Or, le complexe radiculaire va donner une perméabilité bien supérieure à ce que peuvent mesurer ces essais, et c'est le cas aussi dans des argiles même complètement supposées imperméables. Une fois que la plante est à maturité, alors ça oblige un peu à attendre que les plantes soient à maturité, et puis prendre aussi, si possible, des plantes qui ont des racines assez profondes, hein. Il y a même des plantes à faible développement qui peuvent avoir des racines assez profondes, très profondes, qui font, je sais pas, 20 cm de hauteur, mais qui font 2 mètres de racines. Oui, là, effectivement, bah, ça va casser même une argile complètement imperméable. Merci. Et peut-être pour te présenter rapidement, puisque c'est vrai que je t'ai introduit sans forcément dire qui tu étais. Bah, je suis Alexandre Nézet, donc je suis ingénieur à la ville de Paris, hein. J'ai inventé le plan Paris Pluie dès 2007, hein, qui a été voté en 2018. Donc je me suis vraiment spécialisé dans la gestion durable des eaux pluviales. Et aujourd'hui, je suis à disposition du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre pour le plan baignade et éventuellement pour les aider sur les problématiques de gestion des eaux pluviales, hein, gestion durable des eaux pluviales. Super. Merci beaucoup. Peut-être pour les prochaines questions, on vous propose s'il y en a d'autres qui viennent à la suite de celle-là, on vous propose de les prendre à la toute fin, puisqu'on a pris un peu de retard sur le démarrage du webinaire, donc on finira aussi avec une quinzaine de minutes de retard, en espérant que vous pourrez tenir jusque-là. Et là, on vous propose de passer tout de suite à la série de retours d'expérience, afin de vous permettre aussi d'illustrer de manière beaucoup plus concrète tout ce qu'on a vu dans le cadre de projets portés par l'OGIREP et Séquence. Oui, bonjour. Du coup, Frédéric Blaise, je suis architecte et je remplace le maître d'ouvrage. En fait, je remplace l'OGIREP sur la présentation parce que voilà, il y a eu un empêchement qui fait qu'elle ne peut pas être présente. Voilà, je connais assez bien l'opération, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Et je suis accompagné donc du bureau d'études Géranium, qui a la compétence bureau d'études environnementales et qui est représentée par Sarah Tartarin, qui est là. Alors du coup, je vous propose de passer à la première slide, sans forcément la présenter, parce que je ne la connais pas, mais ça parle de la stratégie un petit peu générale de l'OGIREP sur les questions d'économie circulaire et d'environnement. Du coup, je vous propose de passer directement à l'autre, qui présente plus le contexte de l'opération. Donc, nous, on a commencé à travailler sur cette opération-là en 2022, sur la résidence Leclerc à Rosny-sous-Bois, qui est donc située à l'intersection entre la rue Paul Bert et l'avenue du Général Leclerc. Donc, c'est un bâtiment en HBM donc, qui a commencé à être construit dans les années 40 et fini dans les années 50, qui compte 172 logements, plutôt de toute petite superficie, et qui est organisé un petit peu en peigne autour de 4 courettes, et donc de cette rue qui au départ était une cour et qui a finalement été prolongée dans les années 70 pour récupérer la rue qui était parallèle à la rue du Général Leclerc, qui s'appelle la rue Jean Moulin.
Voilà, donc le programme initial était une simple résidentialisation avec une remise en état des espaces extérieurs. Peut-être qu'on peut passer sur la slide suivante. Je crois qu'on a des illustrations un petit peu du contexte tel qu'il est aujourd'hui. Alors voilà, là vous avez les deux photos qui sont en haut à droite et qui vous montrent l'état des courettes qui sont bitumées à 100%. Et en fait, la rue Paul Bert que vous voyez en bas à droite, donc elle aussi, elle est 100% en enrobé. Et en fait, l'HBM initialement appartenait au bailleur de la ville de Rosny et il a finalement été cédé avec sa rue à Logirep. Sauf que la rue est à usage public, mais est propriété de Logirep. Et donc nous, dans notre mission de base, on avait remise en état des espaces extérieurs, amélioration de la fonctionnalité de tout ce qui est locaux vélo, locaux encombrants, locaux OM, et la remise en état aussi selon la charte de la ville de la rue Paul Bert, avec pour ambition donc de rétrocéder la rue à la ville. Voilà, on peut passer à la suivante. Nous, dès le début de l'opération, on a proposé d'insérer un processus de participation et de concertation pour venir compléter un petit peu le programme qu'on trouvait un petit peu sec et donc intégrer des habitants de la résidence, mais aussi les usagers de l'école à proximité et les habitants des pavillons. Et donc, à l'issue de ce travail-là, les éléments forts qui sont ressortis, c'est la pacification de la rue Paul Bert, qui est une petite rue où les voitures accélèrent, un manque cruel de végétation et des problématiques d'îlots de chaleur. Donc, sur cette base-là, à l'issue du diagnostic technique et du diagnostic social, on a fait une proposition améliorative du programme du maître d'ouvrage. Et ça nous a permis donc de proposer 3 scénarios qui devaient être du coup validés par le maître d'ouvrage et aussi validés par la ville, puisqu'ils concernaient à la fois la résidentialisation de la résidence Leclerc et le réaménagement de la rue Paul Bert. Je vous propose de passer à la slide suivante. Alors voilà le plan du projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc ce plan est un hybride de 3 scénarios, je crois que c'est la slide d'après. En fait, on avait proposé, je vous propose d'aller jusqu'à la slide d'après où il y a les 3 pictogrammes orange, vert et bleu. C'est encore après, je crois. Il doit y avoir un mélange de slides. Voilà, c'est celle-là. En fait, on a fait 3 propositions. Une première proposition qui était assez sobre, c'est celle qu'on peut voir en bleu, où on proposait en fait de remettre la charte voirie de la ville, d'appliquer la charte voirie de la ville. Un deuxième scénario qu'on a appelé voie partagée, parce qu'en fait, dans notre stratégie d'amélioration du cadre, on utilisait un petit peu la réduction de la surface de la voiture pour créer plus de surface d'imperméabilisation et plus de surface de végétalisation. Donc, par le biais de la voie partagée, on était arrivé sur quelque chose de plus intéressant. Et à la fin, la voie piétonne, où là, on avait chassé la voiture de la rue Paul Bert et désimperméabilisé et végétalisé un maximum. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir au plan général? Voilà, donc aujourd'hui, sur les 4 courettes, on est désimperméabilisé à quasi 100%, en utilisant en revêtement de sol un pavé drainant. Et sur ces quasi 100% de désimperméabilisation, on a un peu moins de 40% de végétalisation. Voilà, donc la végétalisation, c'est à la fois des fosses et des parterres, et sur des bâtiments qui sont à rez-de-chaussée en fond de cour, on a fait de la végétalisation des toitures. J'ai pas de curseur, mais
Alors, au milieu du plan, vous voyez un carré vert. En fait, ce carré vert est prolongé au nord et au sud par 2 nouveaux jardins qui ont été créés en lieu et place de grands bâtiments à rez-de-chaussée qui étaient des anciens séchoirs qu'on propose de démolir. Donc, la ville a accepté qu'on démolisse ces 2 parties du bâtiment pour pouvoir recréer 2 grands espaces verts de 250 mètres carrés chacun. Et sur la stratégie qui a été appliquée sur la rue Paul Bert en elle-même. Donc là, par des échanges qu'on a eu régulièrement avec la ville, je pense qu'on a réussi à améliorer les choses. Et on n'a pas réussi à chasser la voiture. On a réduit le nombre de places de stationnement de 30 places de stationnement à 11 places de stationnement de mémoire. Ou peut-être 13 places de stationnement, dont 2 PMR. On a toujours de l'enrobé aujourd'hui sur les trottoirs et sur la voie. Et en fait, les eaux de ruissellement sont rabattues de part et d'autre dans une noue que vous pouvez voir au nord, qui fait donc 1,30 m de large sur 120 mètres de long, et qui récupère donc les eaux de ruissellement du trottoir attenant et de la moitié de la voirie attenante. Et de l'autre côté, la stratégie est un petit peu différente. On a donc on va dire la douzaine de places de stationnement dont je vous parlais tout à l'heure qui sont traitées en pavé drainant, et insérer toutes les 2-3 places, on a réussi à mettre 3 arbres. Voilà. Je vous propose peut-être de passer sur le dernier schéma les 3 derniers schémas qui symbolisent, qui résument un petit peu encore, c'est après je crois. Et après je vais laisser Sarah Tartarin présenter un peu plus précisément les calculs qui ont été réalisés. Donc là en fait vous voyez l'aplat gris au tout départ, en fait c'est la zone d'intervention de notre opération et qui est donc enrobé sur près de 98%. Aujourd'hui, le projet tel qu'il est proposé, donc toutes les zones bleues sont désimperméabilisées, donc soit végétalisées, soit traitées en noue ou en pavé drainant. Et sur le dernier petit schéma, on peut voir qu'on atteint presque 38% de végétalisation de la zone d'intervention. Sarah, je te propose de poursuivre. Oui, merci. Donc, peut-être ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que donc on essaye dans le cadre de la renaturation, on a toujours essayé de faire le maximum de renaturation et d'espace perméable au regard des différentes contraintes qu'on a, toutes celles qui ont été relevées lors des ateliers de concertation sur les envies des habitants d'avoir des espaces verts, donc ça notamment via le square, mais aussi de garder les places de stationnement. Il y avait toute la partie OM aussi qui nous contraignait un petit peu, les locaux vélos, etc. Et donc, c'est vrai que quand on met tout ça bout à bout, arriver en correctif pour gérer la pluie de 10 mm qui nous permet de prétendre à la subvention de l'agence de l'eau n'est pas forcément si simple. En tout cas, l'idée, c'est que les différents espaces qu'on a vus sur les schémas sont tous relativement indépendants les uns des autres. Pour la raison principale, et ça répond peut-être à une des questions, qui est qu'on ne mélange pas les eaux privées et publiques. Donc, par exemple, les eaux des toitures, c'est de l'eau qui correspond à l'emprise Logirep définitive. Donc, ça doit rester dans les cours et ça ne peut pas aller dans les noues de la rue qui, elles, sont plutôt des emprises publiques. Les toitures sont quand même relativement importantes, on ne peut pas les végétaliser, donc on ne peut pas déverser ça dans nos petites fosses. Mais le but est quand même, en fait, même si c'est plus ou moins bien représenté sur ces schémas, vu les évolutions de notre projet, donc quand on a des espaces dans les cours qui sont légèrement creusés et végétalisés, donc ça c'est le schéma en haut à gauche, quand la pluie survient, on est en haut à droite, les eaux coulent légèrement une partie depuis les toitures qui va quand même, avant d'aller dans la fosse, dans des bassins de rétention, dans une petite cuve de rétention qui permettra l'arrosage et surtout en fait les eaux des zones au sol qui ne peuvent pas être
rendus perméables vont du coup dans le petit bassin en creux. Ensuite, ce bassin monte en charge. Là, on est lors d'une pluie soutenue, donc on est sur le schéma de gauche du milieu. La fosse se remplit et ensuite, un peu à l'image de ce qui vous a été montré tout à l'heure sur Fourqueux, on est juste à droite. Le bassin, en fait, va déborder et nous, au lieu d'aller dans un autre bassin, ce qui était peut-être le souhait du départ, en allant vers les squares ou vers la rue, mais par simplicité et aussi par souci économique et technique. Et finalement, là, c'est là qu'on verse dans la Valloire. Ensuite, la pluie cesse, tout ce qui dépassait de la Valloire peut enfin s'infiltrer jusqu'à le vidage du bassin. Et effectivement, vous pouvez montrer l'image d'après, où là, on voit bien que sur les photos, là, on est à Noisy-le-Grand, donc dans une période d'eau, le bassin monte en charge, et dans une période sèche, le bassin est sec et peut être utilisé. Alors, nous, nos fosses, ça va être beaucoup, beaucoup plus petites et surtout beaucoup moins profondes. On est de l'ordre de 20 cm de profondeur. Donc, c'est vraiment très, très léger, mais parce qu'aussi, notre zone est tout simplement beaucoup plus petite. Dans le square, ça fonctionnera un peu pareil, avec une montée en charge du fond du bassin. Et puis, dans les rues, dans la rue, c'est plutôt les zones de nous qui vont comme ça monter en charge. Et donc, tout a été calculé pour à la fois gérer la pluie courante, mais aussi un vidage, une vidange de tous les espaces en creux en 24 heures pour pouvoir permettre un retour de la pluie et une nouvelle gestion de l'espace. Sachant qu'on a un terrain qui n'est pas très bon, n'est pas très perméable. Donc, on fait au mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Les espaces de pavés au sol perméables sont indispensables pour gérer pour assurer la gestion à ciel ouvert de nos fosses, de notre zone de travail. Sans ça, on n'y arriverait pas en fait. C'est eux vraiment qui gèrent toutes les petites pluies et les petites fosses, elles, permettent de gérer on va dire, la pluie courante, c'est un peu plus qu'une petite pluie. Donc, le delta entre la petite pluie et la pluie courante, quoi. Voilà, Frédéric, je ne sais pas si tu veux qu'on poursuive sur d'autres sujets. Bah, écoute, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Après, je ne sais pas s'il y a toujours détaillé derrière ou... Non, je crois pas. Non, c'était bon. Ouais. Bah, je pense qu'après, on pourra répondre aux questions et éventuellement développer d'autres points. À noter également qu'on a essayé de faire un maximum d'aménagements avec des éléments de réemploi qu'on source d'un autre chantier. Ça nous tenait à cœur et il y a notamment pas mal des bandes stériles, des fonds de fosse, des bordures qui seront soit issues déjà du projet, soit du coup d'une barre qui est démolie à 5 km du site par le GIREP également dans un cadre de l'ANRU. Je propose merci pour cette présentation. Je propose du coup à l'équipe sur le projet à Gennevilliers de continuer la présentation du retour d'expérience et on fera les questions après. Très bien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, bonjour à tous, je suis Mélanie Sibert, donc de la société Séquence, et je suis avec ma collègue Marielle Maya qui doit être quelque part dans le... Oui, je suis là. Voilà, qui est là. Merci. Donc, on va vous présenter une opération Séquence, qui est une opération assez ancienne, mais qui est assez remarquable du point de vue du changement des pratiques. Alors, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Mais voilà, Séquence très rapidement. On est un bailleur social, un des bailleurs sociaux majeurs de l'Île-de-France. On gère 106 000 logements aujourd'hui. On est assez récent puisqu'on est une fusion de plusieurs bailleurs en 2019.
Mais on intervient sur 333 communes dans 6 directions départementales. On réhabilite 4000 logements par an et on produit 4000 nouveaux logements par an aussi. On a un parcours résidentiel aussi assez important puisqu'on a plusieurs entités au sein de Séquence, Séquence Solidarité et Séquence Accession qui sont des parcours un peu plus spécifiques. Tout ça, c'est détaillé dans la slide d'après, mais voilà, c'est très écrit, donc on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Ce que je peux vous dire aussi sur Séquence, c'est qu'on est en train d'évoluer dans nos pratiques. On est devenu société à mission, donc on est une filiale du groupe Action Logement et on est devenu société à mission en 2022 avec une raison d'être qui est donnée à chacun sa chance en innovant pour l'habitat. Et c'est voilà, le fait d'avoir inscrit des objectifs de développement durable dans nos statuts, ça nous pousse aussi à aller de plus en plus loin dans nos pratiques environnementales. Je vais laisser la parole à Marielle dans un premier temps pour vous présenter, Marielle qui est la chef de projet qui a suivi l'opération, vous présenter un peu les éléments de l'opération en elle-même. Merci Mélanie, donc bonjour à tous. Donc le projet de l'îlot Brenu, donc d'une surface de 11 646 m², est une opération de démolition et reconstruction du patrimoine Séquence, donc situé à Gennevilliers. Ce n'est pas un projet en rue et il est délimité par les rues Aimé Zola, Henri Barbus et la rue Brenu. Donc c'est un projet qui se déroule en 3 phases. Donc, avec une première phase donc, de 2015 à 2021, où il a été question donc, de réaliser 109 logements sociaux dans 4 bâtiments situés aux franges de l'îlot, donc comme présenté sur la diapositive, l'image 1, enfin le plan 1, pardon. Donc, cette reconstitution a permis de reloger une partie des ménages de la résidence Brenu, donc la barre Brenu qui est présente au centre du plan. Donc, une seconde phase de fin 2021 à fin 2022 avec la démolition en août 2022 donc de cette résidence Brenu qui comportait 166 logements et de la Chandelle. Donc, c'est un bâtiment qu'on a acquis en avril 2022. Donc, voilà, en avril 2022 et qui a été démoli fin 2022. Et enfin, une troisième phase donc, où nous sommes en plein dedans, donc de 2023 à fin 2024, avec la réalisation de la voirie. Donc, la voie nouvelle qui se situe au centre du plan, donc un peu sur l'emprise de l'ancienne barre Brenu. La construction des logements sociaux, de 97 logements libres et de 28 logements en accession sociale à la propriété. Donc, la création de la voirie va permettre d'ouvrir l'îlot, mais aussi de gérer les eaux pluviales de manière vertueuse. Et cette voie sera par la suite rétrocédée à la ville. Donc, au titre de la gestion des eaux pluviales dans la voie nouvelle et l'eau privée, l'opération Brenu a été reconnue par l'Agence de l'eau Seine-Normandie comme vertueuse, notamment grâce à l'infiltration des eaux pluviales en pleine terre et en zéro rejet à la parcelle. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, une convention partenariale donc, concernant la démolition et reconstruction de l'îlot Brenu a été signée en 2014 entre le préfet des Hauts-de-Seine, Séquence et la ville de Gennevilliers. Donc, on a déposé un premier permis d'aménager qui a été obtenu le 1er octobre 2015, mais qui a été caduc en 2020. Donc, on a dû, caduc à la suite des longs délais de relogement, bien sûr. Et donc, on a dû redéposer un nouveau permis d'aménager en 2021 et un permis d'aménager modificatif en 2022 qui, lui, a pour but d'améliorer la gestion des eaux pluviales sur le site. Donc, les changements apportés par rapport au permis d'aménager de 2015 concernent essentiellement la voie nouvelle. Donc, avec l'alignement de 4 massifs d'arbres plantés dans 4 fosses distinctes. Le maintien des 9 places de stationnement, mais cette fois en pavé énerbé, pardon. Et la création de 4 noues végétalisées et la mise en place de 3 bornes d'apport volontaire. Donc, sur ce projet, un DLE a été réalisé donc, conformément au DLE, mais aussi au règlement CVESC. Les eaux pluviales seront régulées avec un débit de rejet de 2 litres par seconde par hectare. Donc, voilà, donc je vais laisser la suite à ma collègue. Merci Marielle. Donc,
ce sujet, ce projet-là de l'île aux Brenu, on trouve qu'il il est assez révélateur de nos changements de pratique. En fait, donc ce que je vous disais, c'est qu'on est devenu société à mission, donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu un cadre assez fort dans nos pratiques de manière globale sur l'ensemble de la société, mais ça se traduit aussi dans nos actions immobilières. Moi, par exemple, je suis chez Séquence depuis mi-2023 avec un poste d'expertise immobilier durable qui a été une création de poste, donc avec une vision vraiment transverse sur les sujets environnementaux à l'échelle immobilière. Et donc, je travaille sur les documents cadres Séquence, la ville avec Séquence, la politique technique notamment, qui sont vraiment les cœurs de changement de nos pratiques. Et puis, on a tout l'ensemble de nos instances et du cadre normatif et institutionnel qui évolue, hein, la taxonomie européenne à laquelle on va être soumise l'année prochaine, le bilan carbone et les objectifs d'action logement. Et donc, on essaye, dans les faits, on essaye quand même de plus en plus de mettre l'ensemble de nos projets au cœur de toute cette constellation d'obligations et d'attention environnementale qu'on porte en interne. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante. Donc, sur l'île aux Brenu en lui-même, c'est un projet qui répond à l'ensemble de ces obligations Séquence d'après nous. Alors, déjà, on est sur une opération de recyclage du foncier. On est sur on recycle la ville sur elle-même. On a l'opportunité d'avoir pu se raccorder au réseau de chaleur biomasse de la ville. Donc, dans ce sens-là, sur notre impact carbone, c'est aussi, même si on démolit, reconstruit, on a quand même un impact très positif sur ce volet-là aussi. Il y a la gestion vertueuse des eaux pluviales qui a beaucoup changé entre 2015 et le permis d'aménager, le permis modificatif qui a été déposé en 2020 et en 2022. C'est aussi une opération Recigénie sur Gennevilliers. Pour peut-être certains d'entre vous l'ont vu passer, c'est une opération sur laquelle on a un certain nombre d'éléments porteurs en béton 100% recyclé sur le bâti. Et donc, c'est une opération pour laquelle on a eu plusieurs subventions, des subventions du Fonds Friche et des subventions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie qu'on n'a pas encore perçues, mais on espère pouvoir aller jusqu'au bout de l'ensemble de nos obligations pour percevoir ces subventions-là. Alors, si on passe à la slide d'après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, sur l'îlot, on peut passer la slide, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas les changements? Non, j'ai pas vu le changement, c'est la slide juste d'avant, normalement. C'est en gros, c'est quand même une slide qui présente les principes de gestion des eaux pluviales de l'opération, qui présente le principe de gestion de l'eau de pluie au plus près de sa chute, avec la mise en place de toitures végétalisées de nous et de nous enherbés sur l'espace public aussi. Impression que... Moi, je ne vois pas, là, je vois les espaces publics, mais après... Je vais retenter. Ça a dû bugger à un moment donné. Hop, hop, hop. Oui, il est assez lent. Désolée. On doit être sur la fin, là, j'imagine. Ah. C'est la slide 72 pour t'aider. Ah, d'accord, merci beaucoup. C'est vraiment un schéma de principe qui illustre de manière assez simple nos actions, mais qui nous sert beaucoup aussi à dialoguer avec nos résidents, avec la collectivité, et puis à faire passer des messages assez simplement sur la manière dont on gère les eaux pluviales et aussi l'intérêt que ça a de gérer de l'eau pluviale
au plus près de la source. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, sortir un peu de la logique tout tuyau pour avoir une logique plus ville-éponge avec tous les co-bénéfices qu'on peut y associer, hein, sur l'îlot de chaleur, sur le confort visuel, enfin les avantages d'être à proximité d'espaces végétalisés, etc. L'intérêt des toitures végétales aussi, l'accueil de la biodiversité, etc. Donc, si on arrive à passer à la slide suivante, je vais vous montrer un peu plus dans le détail les évolutions sur les espaces publics. Donc, les grandes évolutions sur l'espace public, c'est que donc dans le principe, on a une seule voirie qui n'existait pas avant, et qui, dans le premier permis d'aménager de 2015, était pratiquement complètement minéralisée. Il y avait 4 fosses d'arbres qui étaient prévues, collées en partie centrale. Et la gestion des eaux pluviales se faisait avec un réservoir sous la chaussée et un débit limité à, il me semble, 2000 litres par seconde sur l'avenue Émile Zola qu'on voit sur la partie droite. Et en fait, on a profité du changement de modification dans le permis d'aménager pour revoir complètement notre principe de gestion des eaux pluviales. Donc, on a retravaillé les pentes, on a supprimé le bassin de rétention sous la chaussée. On a retravaillé les pentes de la voirie. Ce qu'on devine un peu ici, c'est le découpage de la voirie en bassin versant. Et on a retravaillé les pentes pour acheminer les eaux directement dans les fosses végétalisées. Donc, on avait une fosse végétalisée centrale avant qu'on a répartie sur l'ensemble de la voirie pour lesquelles on a géré les pentes pour être sûr que les eaux pluviales viennent arroser ces espaces-là. Et puis, comme ça nous coûtait moins cher puisqu'on n'avait plus de chaussée, enfin de réservoir sous la chaussée, on en a profité pour transformer les 9 places de parking qui sont le long de cette voirie, qui étaient des places imposées par la ville. Donc, on a transformé ces 9 places qui étaient en revêtement complètement minéral en pavé enherbé. Et donc, elles contribuent, elles aussi, à la gestion des eaux pluviales aujourd'hui. Donc ça, c'est les principes dans les espaces publics. Sur le reste, on est sur de la voirie assez classique quand même. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir une gestion des pluies, des petites pluies complètement gérées par ces principes d'acheminement vers les NOU. Et si on passe ensuite à la slide suivante dans les lots privés, on a retravaillé l'ensemble de nos lots privés pour passer là aussi d'une logique tuyau où en gros on pouvait imperméabiliser, on pouvait gérer les pluies les plus courantes de moins de 10 mm partiellement sur notre site et puis stocker les eaux les plus importantes dans une cuve en sous-sol pour renvoyer au réseau. On est vraiment revenu sur ces principes-là. Donc aujourd'hui, on a 2 lots qui sont déjà livrés quand même, sur lesquels on reviendra tout à l'heure et pour lesquels ces principes s'appliquent. Et sur l'ensemble des autres lots, on est vraiment allé sur la gestion de la pluie courante et de la pluie décennale en priorité à ciel ouvert, sans rejet au réseau public. On y arrive sur pratiquement l'ensemble des lots. Il y a quelques-uns des lots pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Donc, ça passe par la mise en place de NOU végétalisés sur les lots privés, qui sont dimensionnés au cas par cas en fonction de l'emprise du bâti. On a des 1500 m² de toiture végétalisée au total, avec des hauteurs entre 20 et 60 cm de toiture végétalisée. Donc, on a parfois des toitures végétalisées assez importantes. On a surdimensionné certains des ouvrages aussi pour pouvoir gérer des pluies un peu plus exceptionnelles. Et il reste on a aussi, ce qui apparaît pas là, c'est qu'on a aussi des substrats lorsqu'on a de la végétation sur dalle qui sont assez importantes, de l'ordre de 60 cm là aussi, donc ça contribue vraiment à la gestion des eaux pluviales. Et on a sur certains lots, parce qu'on a des difficultés techniques, de la gestion, on a encore un débit limité, un stockage et un débit jeté au réseau. On voit sur la slide suivante, je ne vais pas tout présenter, mais sur la slide suivante, on voit le détail par lot, la manière dont on a vraiment travaillé lot par lot pour gérer la pluie courante. Donc là, on est vraiment 100% abattement de la pluie courante sur l'ensemble des lots. Sur la pluie décennale, il y a pratiquement l'ensemble des lots qui sont sans rejet au
réseau public. Et puis, on a quelques lots qui ont la capacité de contribuer à la gestion des événements exceptionnels pour lesquels on a majoré les surfaces de rétention quand c'était possible. Et puis, si on passe à la slide suivante, je vous parlais un peu des lots aussi qui étaient déjà livrés. Donc, il y a 2 lots qui étaient déjà livrés sur l'opération, pour lesquels on s'est interrogé a posteriori. Donc, 2 lots qui géraient leur pluie courante, mais qui ne géraient pas l'entièreté de leur pluie décennale sans rejet au réseau, pour lesquels on est encore en train de s'interroger sur la possibilité de débrancher d'utiliser les espaces des lots attenants pour gérer les eaux pluviales quand c'est sur des opérations séquences. Si on peut le faire, on est en train de vraiment travailler à maximiser cette infiltration des eaux pluviales sur site. Je vais conclure avec la dernière slide, qui est la slide suivante. Qui montre la répartition des surfaces avant-après. Donc, avant notre intervention donc en 2015, on avait la moitié des surfaces végétalisées, à peu près l'autre moitié des surfaces imperméabilisées, avec une grande partie des surfaces qui étaient plutôt des revêtements minéraux, 38%, un petit peu de toiture, et puis aussi des grandes surfaces en pleine terre, 47% des espaces végétalisés en pleine terre. Donc, on était sur moitié-moitié avec un coefficient de ruissellement à 0,66. Et puis, si on voit là où on en est aujourd'hui, on est à peu près toujours sur une moitié de surface minérale avec 25% de toiture. Donc, on a vraiment densifié l'îlot. On a des toitures minérales qui sont avec des gravillons qui, elles aussi, contribuent à la gestion des eaux pluviales. Et puis, on a vraiment travaillé, alors on a réduit forcément les surfaces végétalisées en pleine terre, mais on a travaillé au mieux sur l'ensemble des surfaces résiduelles pour végétaliser au maximum. Donc, on a beaucoup d'espaces végétalisés sur dalle avec des hauteurs qui peuvent être assez importantes. On a des toitures végétalisées sur 13% des surfaces. Et puis, on a aussi des surfaces semi-perméables. Je vous parlais des pavés enherbés, mais on a aussi des terrasses en bois ouvertes sur des espaces en pleine terre, et puis un petit peu d'enrobés drainants sur certaines parties des lots. Donc voilà, cet exemple, il nous semble assez intéressant parce qu'il représente un changement de pratique. Alors à la fois un changement de pratique environnementale globale, puisque on avait eu des premières autorisations pour notre premier permis d'aménager. Et puis, en fait, on aurait pu redéposer notre permis d'aménager sans trop se questionner. Mais en fait, on a saisi l'opportunité aussi en interne des changements à l'intérieur de nos pratiques. C'est-à-dire que avant, alors en 2015, on n'était pas à séquence et puis on faisait très peu de maîtrise d'ouvrage direct. On achetait beaucoup en VFA, donc on avait d'autres manières de concevoir aussi la ville. Aujourd'hui, on fait de la maîtrise d'ouvrage direct. On a une direction de l'aménagement qui s'est saisie du sujet pour aller le plus loin possible sur la gestion des eaux pluviales au plus près de là où tombe la goutte de pluie et vraiment dans l'idée d'une ville éponge. Voilà, je vais terminer. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation et du coup oui, nous allons passer au temps d'échange que nous allons fusionner pour les 2 retours d'expérience qui ont été présentés. Donc n'hésitez pas, soit en conversation dans le chat, laisser un message ou lever la main pour prendre la parole. Peut-être qu'on peut commencer par ce qui a déjà été posé sur le chat. Il y a peut-être certaines questions qui n'ont pas été répondues, notamment... Il y en avait une sur le bassin qui montait en charge. Je l'ai plus sous les pour yeux. une question pour Noisy-le-Grand. Enfin, pour Noisy. Oui, quels sont les dispositifs de sécurité à prévoir pour éviter tout accident lorsque le bassin monte en charge? Alors, donc, je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience qui
Comment est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place en Vous particulier parlez pour des ces bassins? accidents, Je pense que ça doit être si ça. on parle des accidents type noyade, enfin, encore une fois, on n'a que 20 cm d'eau, c'est pas énorme et c'est surtout que les bassins sont faits pour être vidangés en 24 heures. Pour qu'il soit plein, c'est qu'il est tombé quand même une très, très grosse pluie. Donc s'il tombe une très, très grosse pluie, en général, il y a aussi moins d'enfants dehors. Maintenant, on ne peut pas limiter tous les risques non plus. Les noues, elles, par contre, elles sont plantées à l'intérieur avec pas mal de choses qui risquent de piquer un peu, justement pour éviter aux enfants d'avoir envie d'aller dedans parce que ça ne nous arrange pas qu'ils aillent dedans pour la gestion des eaux pluviales. Ça pourrait les abîmer. Mais pour les bassins qui sont dans les cours, enfin, encore une fois, c'est des tout petits ouvrages, ils seront à 20 cm de profondeur au plus bas, mais c'est des éléments en pente. Donc, et au plus bas, en fait, il y a quand même un arbre avec un gros tronc. Il y a aussi plein de gens qui vivent là et on doit rester vigilant à ce point de vue. Mais par exemple, l'image qui vous a été montrée du grand bassin, il n'y a aucune protection, alors que c'est beaucoup plus profond et à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'accident. J'ai pu voir d'autres aménagements ailleurs en France où en fait, quand c'est des bassins un peu plus profonds, il y a juste un panneau qui est dit, voilà, c'est une zone de gestion des eaux de pluie. Ça peut être en eau, voilà, ça peut être des panneaux pédagogiques comme ça. Après, éviter de mettre des clôtures si possible, parce qu'effectivement, c'est des espaces qui doivent être multifonctionnels. Donc, on peut quand même s'y déplacer, y jouer si on veut au par temps sec, voilà, ça sera toujours possible et effectivement, en général, c'est quand même peu profond. Voilà. Effectivement, surtout, il n'y aura pas de clôture, ça, on y tient énormément. Les petits panneaux, on en mettra certainement, notamment pour les squares, puisqu'ils pourraient être ouverts au public de temps en temps. Et après, voilà, on avait quand même des ateliers de concertation très importants en phase programmation. On doit restituer ces ateliers prochainement quand on aura finalisé notre projet. Et c'est aussi lors de cette restitution et ensuite de l'inauguration qu'on pourra parler de ces lieux-là. Mais c'est aussi les habitants qui nous ont demandé des lieux plus frais et plus végétalisés. Et la fraîcheur passe avant tout par le stockage de l'humidité. Merci pour votre réponse. Est-ce que du coup, ah oui, il y a une autre question. Comment se passe la gestion quotidienne des ouvrages, donc les noues et les toitures? Y a-t-il besoin d'adapter les contrats d'espace vert? Alors peut-être que je laisse d'abord peut-être les différents intervenants qui ont déjà réalisé. Après, moi, ou d'autres personnes peuvent répondre. Peut-être sur Gennevilliers. Je vais commencer à Oui. apporter des éléments de réponse. Effectivement, il y a besoin d'avoir des contrats d'espace vert adaptés, notamment pour les toitures. Hein. On en a assez peu, nous, aujourd'hui, mais on en a. On a aussi des façades végétalisées. Enfin, voilà, on a vraiment, quand on fait des opérations qui changent les pratiques, on a aussi besoin de changer nos pratiques de gestion. Après, on est assez, chez Séquence, là, on est zéro phyto sur nos espaces verts depuis un bon petit moment. Et du coup, on a aussi des gestionnaires qui sont un peu plus sensibles à des pratiques autres. Mais effectivement, on a besoin d'avoir des contrats spécifiques pour ces éléments-là. Ok. Il y avait une autre question de Raphaël Benand. Donc, pour le projet de la résidence du général Leclerc, quel est le budget de l'opération et le nombre de logements surface résidentialisée? Donc, question pour l'OGIREP et cabinet d'architecture. Frédéric, je te laisse répondre. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Oui, tout à fait. Donc, pour le projet de la résidence générale Leclerc, quel est le budget de l'opération et le nombre de logements surface résidentialisée? Alors aujourd'hui, le budget de l'opération, il est autour de 850 000 €. Le nombre de logements, c'est 172. Et aujourd'hui, la zone d'intervention rue Paul Bert compris, c'est 3000 m².
Ok, merci pour votre réponse. Et du coup, toujours Raphaël Benant, bon ça c'est une question plus technique, mais comment est-il possible de récupérer l'enregistrement de ce webinaire? Donc là, une fois le webinaire fini, nous arrêterons l'enregistrement et on va le diffuser à travers nos différents sites, donc des syndicats de Bas-Saint-Vincent et pour l'association Espace sur le site de la scène centrale urbaine. Également, je ne sais pas si on l'avait prévu, mais de l'envoyer, faire un envoi du lien par mail sinon. Je confirme aussi que si vous aviez bien complété le formulaire d'inscription, vous recevrez un mail qui reprécisera comment est-ce que vous pouvez récupérer les différents documents sur les différents sites évoqués par Paula. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Je pense qu'on va devoir, on va pouvoir passer à la suite, du coup, aux éléments de conclusion. Ouais. Une diapo, je ne sais pas s'il passe, la diapo suivante. Voilà. Marguerite, tu voulais conclure sur cette diapo? Oui, je voulais bien éventuellement être appuyée par Céline Auriol pour la conclusion. Est-ce que c'est possible de recharger le support de présentation? Je ne sais pas si ça fonctionne. En attendant, je peux vous proposer aussi, ça serait pas mal de pouvoir poster le webinaire sur le site de la ORIF également. Avec joie. En conclusion, moi, je veux bien dire quelques mots. En fait, merci beaucoup pour tous ces échanges qui étaient vraiment hyper riches, tant sur les questions de financement des dispositifs existants que sur des aspects beaucoup plus techniques. Moi, ce que j'en retiens au travers des 2 retours d'expérience, c'est qu'à la fois, il y a des leviers sur les projets de réhabilitation et de résidentialisation qui nécessitent des interactions avec les habitants, avec les élus locaux. Et que sur des projets de nature un peu différente, qui sont des projets de recyclage, ces sujets-là peuvent être traités particulièrement de façon intéressante quand le bailleur réalise son opération en MOD pour maîtriser la conception sur tous ces aspects, y compris ces aspects d'aménagement du sol et de gestion des eaux pluviales. Et ça, c'est vrai que le développement des opérations en MOD, c'est quelque chose qu'on porte fortement à la ORIF. Voilà, on travaille sur des plaidoyers sur la MOD et effectivement, cette dimension-là d'intégration de gestion des eaux pluviales est intéressante. On pourra compléter notre plaidoyer sur ce point-là. Voilà. En tout cas, merci à tous pour l'organisation de ce temps d'échange, encore une fois, qui était très riche. Super. Merci à vous également et merci à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin de plus de précisions, à l'issue du webinaire, vous saurez aussi normalement toutes les coordonnées des différentes animatrices sur les territoires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à vraiment vous appuyer sur nous pour pouvoir intégrer au mieux les enjeux de gestion à la source des eaux de pluie dans vos opérations de réhabilitation. Donc, ce qui a été intéressant de voir dans le cadre de ce webinaire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être sur du neuf pour pouvoir penser à mieux gérer ces eaux de pluie, mais qu'on peut déjà tirer parti de la situation existante. Donc là, vous avez une slide de présentation de différentes ressources utiles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour faire les différents choix en matière de conception de vos aménagements de gestion des eaux de pluie. Donc, ils sont assez pédagogues et assez intuitifs. Ils peuvent être appropriés par des sachants comme des non-sachants. Donc, n'hésitez pas à consulter ces différentes ressources.
Et puis, sur ces mots, je vous souhaiterais tout simplement, je pense, au nom de l'ensemble de l'équipe organisatrice, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain rendez-vous sur la gestion à la source des eaux de pluie. Et je me permets peut-être aussi très rapidement de faire une publicité pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui organise un webinaire le 15 décembre à destination des acteurs de l'eau en Île-de-France. Donc, on vous enverra le lien. Enfin, est-ce que j'ai le lien d'inscription sous les yeux? Oui. Donc, l'idée, ce sera de revoir ensemble le contexte de la gestion des eaux de pluie dans les projets. Comment est-ce qu'il faut les gérer? Quelles sont les aides financières disponibles? Donc, vous aurez également la possibilité de pouvoir poser plus de questions si vous êtes à ce moment-là en phase opérationnelle de vos projets. Donc, le webinaire se tiendra le vendredi 15 décembre de 10h30 à 12h et on vous transférera le lien d'inscription pour que vous puissiez y participer si vous êtes disponible. Donc, merci encore à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci. Bonne Merci à soirée. vous. On peut couper l'enregistrement. Tout à fait, effectivement, pardon. Attends. J'ai 3 écrans, donc je t'avoue que j'espère que je pourrais C'est du Marie-Gabrielle a la tour de multitasking. contrôle. arrêter l'enregistrement.